Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou plutôt le contraire, puisqu'on est quand même gentlemen ici. Bienvenue donc dans notre émission Business Alia, une émission aujourd'hui réservée au système bancaire israélien. Bonjour Esther. Bonjour Sabine. Ça va? Et toi? Ça va, super, très très bien. Donc Esther qui est sur toutes les émissions dorénavant réservées aux entrepreneurs, qui est responsable d'une agence d'expertise comptable à Jérusalem. Alors on parle aujourd'hui du système bancaire israélien. Donc évidemment c'est un sujet phare pour les entrepreneurs, puisque chaque entrepreneur qui va monter son entreprise va être forcément soumis donc à un banquier. Et en Israël, mais d'ailleurs ailleurs, mais particulièrement en Israël, il vaut mieux que le banquier soit son copain. Voilà, c'est ça. Ça fait partie d'un des partenaires en fait de base de l'entreprise. Mais ce qui est important à savoir, c'est que en fait, au-delà du banquier lui-même, qui est aussi déjà une façon de fonctionner, il y a le système derrière qui justement induit le fonctionnement du banquier. Alors, c'est quoi la grande différence? C'est ça. Alors, on vient avec une tête française. On a eu l'habitude d'avoir une banque française, des relations avec son banquier français. Quelle est la différence notoire déjà entre le système bancaire français et le système bancaire israélien? Est-ce qu'il y a des différences à relever? Il y a des différences notoires. On va en citer quelques-unes pour en fait résumer les choses. C'est par exemple, tout actionnaire d'une société LTD doit quand même donner caution personnelle à la banque, ce qui est un peu différent de la France, où justement, en son nom personnel. Voilà, il est caution personnelle en fait des dettes que la société laisse à la banque. Ça, c'est déjà une chose très différente de la France. Ouais. La deuxième grande différence, c'est tout ce qui touche en fait aux paiements post-datés qui sont complètement interdits en France. En Israël, les chèques post-datés, c'est monnaie courante. Et le problème de fond, c'est de savoir si entre le moment où on a reçu le chèque et la date en fait d'encaissement du chèque, le chèque il est encore valable. Ouais. Donc ça c'est un deuxième problème. Troisième problème, c'est les escomptes de carte bleue. Je crois qu'ils connaissent pas en France. C'est en fait un moyen de faire jusqu'à même 36 paiements en carte bleue et le commerçant qui a donné cette possibilité peut lui récupérer ses paiements d'un coup. Donc c'est quelque chose qui est très important pour la trésorerie de l'entrepreneur en fait pour la gérer. OK. Et puis après il y a effectivement faut comprendre une chose en Israël, c'est que 97% des entreprises qui ferment, d'après les statistiques de la centrale des statistiques israéliennes, ferment à cause des problèmes de gestion de trésorerie. Okay. Ils savent pas gérer la trésorerie des Israéliens souvent, et donc ça fait que les banquiers sont frileux. Donc dès qu'ils voient que l'entrepreneur ne sait pas gérer sa trésorerie, n'a pas une gestion de trésorerie courante, en fait même prévisionnelle, qui peut lui demander pour voir un petit peu comment il s'en sort, ou bien qu'un chèque revient impayé, alors là, la relation banquier se coupe. Elle se coupe pas, mais elle va être mauvaise. Très mauvaise. Elle va être en fait suspicieuse, manque de confiance. Voilà. Mais est-ce que comme en France, l'entrepreneur peut, entre guillemets, se confier à son banquier où on n'est pas dans une relation de conseil, on est plus dans une relation de travail professionnelle? Est-ce que la relation est différente? La relation, je pense qu'elle est différente. Ça fait quand même 30 ans que je suis là, donc te dire que je connais bien les relations. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a peut-être un peu moins de transparence. Parce qu'en Israël, même s'il y a un côté plus franc des relations, ça dépend du type de conseil. Si c'est un conseil d'investissement ou un conseil de savoir comment gérer, il le fera. Mais si c'est un conseil de dire j'ai des difficultés, je sais pas très bien comment gérer, ça il sera pas là pour suite. Alors qu'en France, je sais que souvent ils se portent conseil et c'est limite du consulting en fait. En Israël, c'est pas forcément. Alors à qui s'adresser dans ces cas-là? D'abord, faut s'adresser à des conseillers qui sont spécialisés, en fait financiers, qui vont aider en fait les entrepreneurs aux fonds différents dont on a parlé justement parallèles dans l'aide à la création d'entreprises. Mais ce qui est aussi important à savoir, c'est que de façon générale, le banquier, si tu veux, lui, il sera là quand même pour que tout soit cadré. Il y a des notions qui n'existent pas, les découvertes qu'on peut agrandir un petit peu à la demande de l'entrepreneur, le fait que malgré tout, oui, on peut obtenir des emprunts qui sont à court terme pour aider un petit peu, puisque les banques ont tout intérêt. Quel est le meilleur client? C'est celui qui emprunte de l'argent de façon saine et sûre, qui va rembourser ses dettes. Donc, ils ont tout un intérêt à en fait proposer des emprunts. Il faut savoir que les Israéliens vivent sur le crédit. Beaucoup plus qu'en France. Je veux dire, on avait fait des pratiques qui n'est pas du tout tabou ici. Non, il y avait des études qui disaient que le taux d'endettement moyen ou le découvert moyen d'une famille en Israël, il est 5 fois celui de la France, par exemple.
Pour donner une petite idée. D'abord, il y a moins d'aide, les salaires minimaux, les salaires de base, enfin, sont plus bas et ainsi de suite. Mais alors, c'est une pratique qui est quasiment courante ici, d'ailleurs même pas que les entrepreneurs, hein. Le lambda est souvent à découvert. Ouais. Est-ce que toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Tu recommandes? Alors, il faut se rendre compte, ouais, tout à fait. Il faut se rendre compte d'abord que le coût de l'argent en Israël, il est plus cher qu'en France, c'est clair. Beaucoup plus cher qu'en France. Il y a des taux de base, jusqu'à comment a fait face en fait Israël à la crise internationale en 2007. Elle a baissé progressivement le taux de l'intérêt bancaire édité par la Banque Israël. Jusqu'à pas longtemps, il était à un taux de 0,5, c'est-à-dire que c'était le taux le plus bas qu'il y a eu dans l'économie israélienne et qui en fait encourageait les gens à emprunter, que ce soit dans la consommation personnelle ou que ce soit dans les business, qui explique le développement absolument fou de l'économie israélienne, que ce soit dans toutes les sociétés, que ce soit dans l'emploi. Il y a pas de chômage en Israël parce que justement ils avaient une facilité d'emprunt qui maintenant recommence à augmenter un petit peu progressivement. Donc ils essayent peut-être en fait de la Banque Israël d'aller pousser les gens à plutôt économiser pour favoriser justement eux-mêmes les placements des banques. Okay. Ouais. Mais il faut savoir une chose très importante, c'est qu'en Israël il n'y a pas de stratégie par banque et là par agence. Alors juste avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous faire une petite cartographie des grandes banques israéliennes spécialisées business? Alors, voilà. Je vais ouvrir une entreprise. Quelle banque pourra bien s'occuper de moi? Tout à fait. En fait, les banques spécialisées business, c'est plutôt les banques qui sont prêtes à prendre des risques. Voilà, on dira les choses comme ça. Maintenant, comme je venais de le dire, est-ce que vraiment c'est propre à une banque ou propre à une agence? C'est plus propre à une agence qu'à une banque. D'accord. Mais quand même, les 5 premières banques, Poalim, Leumi, Discount, Mizrahi, voilà, ce sont des banques qui sont quand même bien développées dans le business. Certaines agences seront beaucoup plus aptes à prendre des risques. Ça se traduit par le fait de prêter de l'argent sans garantie bloquée en face, ok? Et évidemment, après, c'est une négociation. Il faut se rendre compte d'abord en Israël, c'est que la négociation face aux banques en termes de taux d'intérêt, en termes de différentes conditions, est ouverte. Beaucoup plus qu'en France. Le débat est ouvert. On peut négocier. C'est un véritable marché. Un marché pas de commerçants, j'exagère, mais pas loin. Si on voit les pubs, donc on peut aller carrément, on peut aller faire des sortes de devis. On fait des petits devis et on compare face au banquier. Un tel m'a proposé tant et combien vous me proposez. Ah, tout à fait. On préconise d'ailleurs. On préconise ce genre de démarche parce que ça aide à réduire les taux, à avoir plus justement d'avantages, à obtenir des garanties, enfin des découverts autorisés justement sans garantie. Ça aide véritablement la structure. D'accord, ok. Voilà. Alors, il y a eu à un moment donné une espèce de gros buzz autour, chez les Français beaucoup, autour de la transparence bancaire. Il y a eu donc des réformes assez phénoménales qui sont entrées en jeu il n'y a pas tellement longtemps. Voilà. On en est où? On en est où? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, et d'abord, c'était dû à l'expérience américaine, où effectivement, beaucoup d'Américains avaient leurs placements et leurs investissements en Israël sans que ça soit connu du fisc américain. Donc, les banques israéliennes ont été amendées par le ministère de la Justice américaine en disant qu'ils avaient permis des pratiques qui n'étaient pas légales sur le plan international, sur le plan fiscal. Du coup, ils se sont adressés aux Français et ça se traduit par par plusieurs choses. La première chose, c'est que n'importe quelle personne qui a plusieurs nationalités, quand il n'en a qu'une, a fortiori, s'il n'est que touriste, ou bien qu'il soit au Khadash, citoyen de retour, ça ne change rien. Ouais. On lui fait signer un document de transparence. C'est-à-dire que, en fait, le ministère de l'Intérieur français ou de la Justice française peut avoir accès à ces comptes banques israéliens. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Toutes les banques le pratiquent. Doucement, ça s'est mis en place. Avant, il y avait encore quelques banques qui passaient un peu à travers mais maintenant, c'est devenu complètement obligatoire. Okay. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, pour les sociétés justement qui travaillent avec la France, si jamais les contrat de prestation de services entre les deux structures, la structure israélienne et la structure française, quelqu'un qui a 2 structures dans les 2 pays, call center, et qui a toute la partie operating et marketing en Israël qui sert en fait sa structure française, s'il n'a pas un contrat de prestation de services d'une part, et s'il n'a pas aussi des possibilités de virement clair entre la France et Israël, puisque c'est souvent en France qu'on perçoit l'argent, les banques vont refuser. C'est-à-dire qu'ils travaillent par chèque ou par des choses comme ça, les banques ferment les comptes. C'est ce qui s'est passé, de cas que je connais, les banques ferment les comptes. Ils ne veulent plus travailler dans des choses qui peuvent être un petit peu des zones d'ombre. Ils ne veulent plus entendre parler de zones d'ombre concernant l'argent. Pour éviter le blanchissement d'argent, récupération
qui n'est pas clair, pas déclaré. Encore une autre démonstration, quelqu'un qui a des avoirs à l'étranger, qui veut rapatrier son argent. Oui. Eh ben, très simple. Les banques israéliennes demandent des autorisations d'experts comptables ou fiscalistes israéliens que l'argent a bien été déclaré comme il se doit dans le pays, là où il fallait le déclarer, que ça soit des revenus. Ce n'était pas le cas il y a encore très peu de temps. Enfin, c'était des pratiques. C'était pas du tout le cas. Alors, il y a en fait le mouvement inverse, c'est que les banques israéliennes ont tellement peur d'avoir des autres amendes qu'elles sont un petit peu, elles font du zèle, elles demandent des fois des choses qui n'ont pas à être demandées, mais il n'y a pas le choix, on peut pas les contourner. Donc c'est pas parce qu'il y a quand même une espèce de paranoïa française, c'est pas fixé sur les Français. Ce qu'on entend qu'il y a vraiment un déferlement. Bon, il y a eu beaucoup de cas français qui n'ont pas été forcément à l'éloge des Français, donc c'est effectivement, ça a renforcé un peu le côté suspicion du côté des Français, mais c'est pour n'importe quel résident étranger. Ouais, d'accord. D'accord. Donc ça, c'était la réforme au niveau de la transparence bancaire. Il y a eu également une autre réforme qui a fait également du bruit, qui est la loi sur l'utilisation de l'argent liquide. Exactement. Alors voilà, Israël, en fait, il était un petit peu à la traîne, parce que ce genre de problème existait déjà dans l'Europe, en France, en Italie, où on pouvait pas payer en liquide plus que 1 000 euros. L'argent tiré en liquide, on demande des justifications. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on n'en fait pas. En Israël, ça vient de passer, donc on est toujours un petit peu en retard à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Et donc, en 2019, maintenant, on peut plus payer un privé. Il va acheter des meubles, dans un magasin. Il pourra pas avoir une affaire qui se monte à plus que 11 000 shekels payés en liquide. C'est-à-dire que je veux acheter un canapé qui coûte 15 000 shekels. Très bien. Je ne peux pas l'acheter cash. Non, tu ne peux payer que 10%. 1 500 shekels en liquide. Le reste doit être payé en carte bleue, en chèque, en ce que tu veux. Donc, c'est un peu bizarre parce que d'un côté, tu peux payer 10 000 shekels en liquide. Mais quand tu dépasses les 11 000, tu peux payer que 10%. Ouais, c'est au niveau du... C'est au niveau, en fait, du rapport où ils vous disent, OK, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il faut que l'argent soit, en fait, tout à fait transparent dans le système et dont on est sûr que ça a bien été déclaré quelque part et que ça ne vienne pas de choses pas déclarées. Maintenant, c'est évident. Toutes les limites ont été faites pour l'argent d'un entrepreneur, d'une personne privée au commerce. Les commerces entre eux, les prestations d'experts comptables et d'avocats, les emprunts qu'on peut recevoir d'amis, les dons qu'on peut recevoir en liquide, et ainsi de suite. Bon, alors actuellement, c'est 11 000 shekels pour les Israéliens, c'est 50 000 shekels pour les touristes. OK. Voilà. En 2020, ça passe à 6 000 shekels normalement pour les Israéliens. Je ne connais pas le montant des touristes, mais ça se réduit de façon dangereuse. Donc on est quand même sur un mouvement où on va aller de moins en moins à une espèce de libération comme il y avait il y a quelques temps. C'est le mouvement, je veux dire, qui est... le mouvement international de toutes les façons de non-utilisation du liquide. De toutes les façons. Okay. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus fréquent. On le voit partout et voilà quoi. Okay. C'est quelque chose d'international. D'autres choses à rajouter, chère Esther ? Ben écoutez, sur le côté business des banques, non, ce qui est très 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 important en Israël vraiment, c'est de bien comprendre ce dont on a parlé pour résumer l'histoire des chèques postes datés, les escomptes des cartes bleues. Ça change la trésorerie d'une activité et ça lui permet de perdurer comme ça peut lui permettre justement de fermer, puisque beaucoup ferment à cause des problèmes de gestion de trésorerie. Donc il faut être très prudent, il faut bien comprendre le système et il faut s'entourer d'une banque et d'en faire son partenaire et pas justement son adversaire. Voilà, exactement. Ok, on peut aussi spécifier donc à nos auditeurs que il y a des experts Mati qui sont spécialisés, des conseillers bancaires qui travaillent donc pour Mati et si vous avez moins de 10 ans d'Alia, je crois, en Israël, vous pouvez bénéficier gratuitement de ces experts-là. Oui, donc voilà, profitez-en, n'hésitez pas à en profiter. Il peut même venir ouvrir le compte banque avec la personne, négocier avec le banquier. Je veux dire, c'est des choses qu'ils font, c'est du travail de terrain. Bon, c'est clair qu'en fait, les gens qui bossent dans le système israélien, ils ont tous des contacts avec les banquiers parce qu'on ne peut pas parler de création d'entreprise sans avoir les partenaires qu'il faut pour aider les entrepreneurs. Ça fait partie en fait de la cartographie de l'entrepreneuriat minimal de base. Mais les conseillers aussi, c'est sûr, et ça fait partie de leur travail. Très bien. Bah, écoutez, on vous donne également l'information que Qualita et la mairie de Jérusalem a ouvert donc un nouveau service, le service Business Alia, au nom de cette émission également, et qui justement est là pour vous prévenir, vous éviter de tomber dans certains pièges et certaines erreurs qui sont souvent évitables. Complètement évitables. C'est ça. Complètement évitable. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour justement être bien encadré, bien entouré. Et puis également, si vous avez des suggestions de thèmes d'émission, des sujets qui vous intéressent, pareil, des petits messages sur Facebook ou par mail, on rebondira avec plaisir sur vos demandes. Voilà. Et écoutez, merci beaucoup Esther. Avec plaisir, à la prochaine. À la prochaine. Salut.